Bien, bonsoir à tous. C'est pour moi un honneur et aussi un plaisir d'accueillir ici le professeur Dieter Grimm, qui nous connaissons depuis assez longtemps. Dieter Grimm est une des personnalités juridiques les plus connues et les plus respectées du monde universitaire allemand, et il a bien voulu accepter de venir faire cette conférence aujourd'hui, et même de la faire en français. Alors, il est vrai que dans sa biographie, étudiant, il avait passé un an à Paris, au Panthéon, dans la faculté, mais très vite, il a pris le chemin des États-Unis, où il a trouvé un milieu intellectuel qui, à l'époque, était plus stimulant. Maintenant, ça serait évidemment différent. Et vous savez que cette année, j'ai proposé à l'Assemblée des professeurs d'avoir une succession d'invitations de collègues allemands. Nous avons eu une série de conférences du professeur Michael Stolleis au mois de novembre et décembre. Aujourd'hui, nous recevons donc M. Grimm, et ce cycle s'achèvera par une conférence du professeur Gunther Teubner, qui est annoncé sur le site de mémoire, c'est vers le 20 avril, enfin je ne veux pas dire de bêtises, je vérifierai, je vous le redirai à la fin. Donc, si je remercie tout particulièrement Dieter Grimm, c'est parce que ces conférences s'inscrivent dans le contexte particulier d'une situation institutionnelle en Europe dont on pourrait dire, en faisant un understatement, qu'elle est délicate et qu'elle conduit à repenser peut-être certains choix, notamment des choix constitutionnels, qui ont été faits dans l'après-guerre, au moment de la construction du marché commun et de la communauté européenne. Et nous observons, malheureusement, mais c'est un fait, que les débats sur l'Europe, question aujourd'hui centrale, restent largement des débats nationaux, si vous me permettez d'ajouter, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans le cas où il y a débat. Ce qui est certainement le cas en Allemagne, où il y a un débat très riche, très vif, et donc le souhait était de faire en sorte que vous puissiez, au Collège de France, avoir quelques échos des discussions qui se conduisent actuellement en Allemagne. Donc, Dieter Grimm est actuellement professeur à l'université Humboldt. Il est aussi fellow du Wissenschaftskolleg zu Berlin, c'est-à-dire l'Institut d'études avancées de Berlin, dont il a été le recteur pendant plusieurs années. Monsieur Grimm a aussi été un membre très influent du Bundesverfassungsgericht, c'est-à-dire de la Cour constitutionnelle allemande, où il a siégé de 1987 à 1997, c'est bien ça, 87 à 99, pardon, et son œuvre continue d'influencer fortement l'évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Là, je dois aussi faire une petite entrée en matière. Les Allemands ont une vraie Cour constitutionnelle, c'est-à-dire composée de juges compétents qui, certes, sont nommés selon un processus politique, mais un processus qui garantit, puisqu'il faut une majorité des 2/3, qui garantit les équilibres. Ces magistrats sont nombreux, ils sont dotés d'assistants, et aussi objectivement qu'on puisse le dire d'un point de vue juridique, la qualité des produits du Conseil constitutionnel allemand donne une idée de forte marge de progression pour d'autres conseils en Europe. Et parmi justement les décisions
extrêmement marquantes qui ont été rendues par le Bundesverfassungsgericht ces dernières années, il y a eu cette décision de 2010 sur le traité de Lisbonne qui a pour la première fois été comme un coup de tonnerre, mais un coup de tonnerre dans le ciel des juristes, qui est un petit ciel particulier, parce qu'on pouvait même y lire que si la dérive non démocratique de l'Union européenne devait continuer, l'Allemagne devrait envisager de s'en retirer. Plus généralement, les travaux de Dieter Grimm ces dernières années ont porté sur cette question européenne. Il avait commencé par d'autres sujets, notamment un sujet qui m'est particulièrement cher, c'est-à-dire il a fait tout un travail sur le principe de solidarité dans l'œuvre de Duguy. Donc nous sommes aussi de plein pied avec la culture juridique française. Alors je ne vais pas vous faire la liste des distinctions que M. Grimm a pu recevoir, des universités où il a été invité. Je crois que vous êtes permanent fellow à Yale, dans le département de droit. Et son œuvre a été traduite dans de nombreuses langues, malheureusement peu en français jusqu'à présent. Alors, le dernier livre que vient de publier Dieter Grimm, je l'ai apporté avec moi pour vous le montrer, donc a été publié chez Beck sous le titre Europa, ja, aber welches? Bon, l'Europe, oui, mais laquelle? Et c'est de ce livre qu'il a bien voulu venir nous parler ce soir. J'espère que d'ailleurs nous trouverons les moyens de rendre ce livre accessible au public français. Ce serait une excellente chose de renouer avec l'habitude de traduire le meilleur des productions universitaires d'un pays à l'autre et pas seulement systématiquement, uniquement vers la langue anglaise. Donc l'Assemblée des professeurs à qui j'avais proposé cette invitation l'a voté dans l'enthousiasme et à l'unanimité et m'a chargé de vous remettre, cher Dieter, ce petit souvenir où vous trouverez d'ailleurs le visage éclairé et éclairant de Guillaume Budet sur cette médaille. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Donc, Sie haben das Wort. Je dois préciser, la conférence donc se tiendra en français, mais nous ferons la discussion, une courte discussion, s'il y a quelques questions, plutôt en anglais. Donc ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions et qui ne se sentent pas assez à l'aise en anglais, eh bien, vous posez les questions en français, je les traduirai, ou bien le professeur Otto Forstmann, qui est un des plus remarquables polyglottes du monde juridique parisien, pourra assister, même s'il y a des questions, en allemand, pour retraduire vers le public français. Très bien. Donc, Dieter, nous vous écoutons. Cher Alain Suppiot, merci beaucoup pour l'aimable invitation et pour l'introduction. Chers collègues, mesdames et messieurs, en règle générale, démocratie et constitutionnalisme ne sont pas perçus comme opposés. On considère en contraire que les deux se sont formés simultanément. Les prototypes en Amérique et en France étaient des constitutions démocratiques fondées sur le principe de souveraineté du peuple. Les constitutions non démocratiques étaient considérées comme des variantes imparfaites du constitutionnalisme. Partout où un peuple luttait pour une constitution, il s'agissait d'une constitution démocratique. Partout où des nations se libéraient d'un système autocratique ou dictatorial afin d'établir un système démocratique, elles commençaient par l'élaboration d'une constitution. Comment donc est-il possible que la constitution porte atteinte à la démocratie? Avant de discuter cette question dans le cas européen, il paraît utile de clarifier la portée de la Constitution telle qu'on peut la servir à ses origines.
La Constitution moderne était le produit de deux révolutions contre le pouvoir traditionnel en Amérique du Nord et en France. Ces révolutions différaient des nombreuses révoltes et bouleversements dans l'histoire en ce qu'elles ne se limitaient pas à un changement de souverain. Elles établissaient un nouveau système politique basé sur un plan rationnel avant de confier le pouvoir à certains individus. Le vacuum de pouvoir légitime que la Révolution avait créé et les principes selon lesquels le pouvoir politique devrait être installé et exercé aboutissaient à une constitution. Les principes eux-mêmes n'étaient pas inventés au moment des révolutions. Ils avaient pris forme longtemps auparavant dans la doctrine du justnaturalisme. Cette doctrine partait de deux prémices. Premièrement, du principe que la domination politique ne peut être justifiée que par le consensus des sujets. Et deuxièmement, qu'elle tirait sa légitimité de la protection des droits innés des individus. Avant la Révolution, ces prémices avaient servi comme un test de légitimité de tout système politique. Mais à l'exception de Vattel, aucun philosophe n'avait développé l'idée d'une constitution formelle, juridique et écrite. Les révolutionnaires, en revanche, devant la tâche de refonder le pouvoir politique, se sont engagés dans cette entreprise. Dans la situation révolutionnaire, les éléments du constitutionnalisme étaient présents. Le constitutionnalisme lui-même a été un produit des révolutions. Pour cela, il était nécessaire d'organiser les deux éléments centraux de l'ordre nouveau, la démocratie et les droits fondamentaux. Le problème fondamental de la démocratie consiste en ce que le peuple, qui est la source de tout pouvoir politique, n'est pas capable de l'exercer lui-même. Le pouvoir démocratique était par nécessité un pouvoir en commandite. Pouvoir devait être donné à des mandataires et les conditions de son exécution devaient être formulées. À la différence des pouvoirs traditionnels ou absolus, le pouvoir démocratique requiert l'existence d'une organisation avant que des personnes puissent être appelées au pouvoir. Et c'est également vrai pour le principe de limitation du pouvoir. Il faut définir ses limites et établir des garanties de leur observation. Le pouvoir doit être organisé d'une manière que la liberté des individus soit garantie vis-à-vis des détenteurs de pouvoir. Par conséquent, les assemblées révolutionnaires en Amérique et en France ont commencé par formuler et mettre en vigueur des déclarations de droits fondamentaux avant d'élaborer les constitutions respectives. Le pouvoir public n'était légitime que lorsqu'il respectait les droits des individus qui devraient être protégés contre des violations par des tiers. Ces règles devaient s'imposer aux gouvernants, d'où l'exigence de judiciarisation. Le droit seul était capable de donner à ces règles leur caractère impératif et exécutable. C'était le droit qui détachait les règles du contexte historique et du personnel de leur adoption et qui leur donnait durabilité. Le droit était donc le moyen approprié pour atteindre les buts révolutionnaires. La contribution des révolutionnaires à l'évolution des nouveaux ordres politiques résidait donc non pas dans le développement des principes justnaturalistes pour la légitimité du pouvoir, mais dans leur transformation en droit positif. Cependant, pour remplir sa fonction de constituer et limiter le pouvoir public, le droit devait avoir la primauté sur tout acte de pouvoir public, y compris la législation. La conséquence en était la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué.
Elle exigeait la division du droit en deux complexes, un qui fut attribué au peuple et limitait le gouvernement, droit constitutionnel, et un autre qui émanait des gouvernants et liait le peuple, le droit ordinaire. La première partie, la Constitution, règle la production de la seconde partie, le droit ordinaire, tandis que celui-ci est confié au processus démocratique. Cette distinction est absolument fondamentale pour le constitutionnalisme et elle jouera un rôle pour le cas européen. Démocratie et droits fondamentaux furent le but des deux révolutions, la révolution américaine et la révolution française. Les constitutions furent le moyen de les réaliser. Cependant, cela ne veut pas dire que les constitutions sont nécessairement démocratiques et libérales. Une fois inventée, la Constitution pouvait être utilisée pour des buts différents des buts originaux. Il devenait possible d'utiliser la forme de la Constitution sans adopter le contenu. Mais un tel détournement porte préjudice à l'acquis constitutionnel. Un État qui s'appuie sur un principe de légitimation autre que la démocratie met en danger la primauté de la Constitution. En cas d'un conflit entre le droit constitutionnel positif et le principe légitimatoire suprapositif, soit de nature divine, héréditaire, élitaire, la légitimité va relativiser les limites que la Constitution impose au gouvernement. Une Constitution sans droits fondamentaux, en revanche, met en danger la liberté individuelle dont la protection est la tâche du pouvoir politique légitime. Comme l'a dit Jürgen Habermas, démocratie et droits fondamentaux sont dès l'origine indissociables. Pour que les citoyens puissent jouir pleinement des avantages de la Constitution, il faut que démocratie et droits fondamentaux coexistent. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils soient toujours en harmonie. La démocratie peut miner les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux peuvent étouffer la démocratie. Il y a donc une tension dans le constitutionnalisme tel qu'elle s'est formée dans les révolutions du XVIIIe siècle. Carl Schmitt concevait même cette tension comme antagonisme, rendant nécessaire un choix entre les deux. Et d'où l'importance de la question tension ou contradiction. Une tension laisse de l'espace pour trouver un règlement. Une contradiction l'exclut. Il faut donc se demander si démocratie et droits fondamentaux peuvent exister séparément. La démocratie repose sur quelques préconditions. Elle a besoin d'élections libres, ce qui suppose des citoyens libres. Il faut qu'ils soient libres au sens politique, c'est-à-dire libres de s'informer, de former et exprimer des opinions, libres d'articuler leurs intérêts et de s'associer avec d'autres pour augmenter leur influence politique. Les moyens de communication libres sont indispensables pour cela. Mais il faut en outre que les citoyens sont libres dans leur vie privée, parce qu'il n'y a pas de liberté politique si aucun espace protégé n'existe pour l'épanouissement de l'individualité. La démocratie n'est pas en mesure de garantir ces conditions préalables. Elle relève des droits fondamentaux. De la même manière, les droits fondamentaux dépendent de certaines conditions préalables. Ils ne s'imposent guère automatiquement. Ils ont besoin d'être protégés. Aussi, des limitations sont indispensables pour rendre compatible la liberté de chacun avec la liberté des autres. Cela veut dire qu'ils dépendent de la garantie de la puissance publique. Or, dans le même temps, la puissance publique menace la liberté individuelle. Cela est le cas dans tous les régimes,
Mais parmi les divers régimes politiques, la démocratie est celui qui sert le mieux l'autonomie des individus parce qu'elle fonde la puissance publique sur la volonté des titulaires des droits fondamentaux et elle rejette des principes de légitimation qui ne partent de la liberté individuelle mais donnent priorité à la raison de l'État. C'est pourquoi l'antinomie alléguée par Schmitt existe seulement si l'on pousse les principes à l'extrême. Dans sa forme radicale, la démocratie s'identifie au principe de majorité. Le seul droit fondamental que la démocratie radicale reconnaît, c'est le droit de chaque citoyen de participer à la formation de la volonté générale. Toute autre limitation du pouvoir politique sont incompatibles avec cette notion de démocratie. La minorité est soumise à la majorité de manière inconditionnelle. Comme la démocratie radicale tente à refuser toute règle juridique qui limite le pouvoir de la majorité, le fondamentalisme des droits, c'est une expression utilisée par l'Américain Bruce Ackerman, collègue de moi à l'université de Yale, le fondamentalisme des droits tend à restreindre le champ des décisions majoritaires. Cela parce que tout ce qui est réglé à l'échelon constitutionnel n'est plus l'objet, mais la prémisse des décisions politiques. Ce qui implique que les élections n'ont pas d'importance dans la mesure que la Constitution a parlé. Dans le cas extrême, la politique se trouve réduite à l'exécution du droit constitutionnel. Le pouvoir politique se déplace du peuple et de ses représentants vers les juges. Chacune des deux versions radicales est porteuse d'une dynamique autodestructrice. La démocratie radicale peut conduire à une dictature de la majorité. Elle n'est alors même pas protégée contre sa propre abolition à l'aide des moyens démocratiques. C'est l'expérience que l'Allemagne a faite en 1933. De l'autre côté, le fondamentalisme des droits civils réduit l'adaptabilité des lois aux changements sociaux ou au changement des préférences politiques. Si les droits fondamentaux empêchent l'adaptation nécessaire des lois, les responsables politiques seront tentés d'ignorer la Constitution. On peut donc souffrir aussi bien d'un manque que d'un excès de constitutionnalisation. Ces deux situations ignorent, chacune de sa manière, la différence entre les règles encadrant les décisions politiques et celles résultant des décisions politiques. Dans le premier cas, la différence est abolie en faveur de la loi ordinaire. La Constitution perd de l'importance pour le processus politique. Une telle Constitution ne sera pas capable de légitimer l'exercice du pouvoir politique. Dans le second cas, la différence est effacée en faveur de la Constitution. La législation perd sa flexibilité. Un changement de majorité ne devient important qu'après une révision de la Constitution. Cela aussi deviendra important pour le cas européen. On ne peut pas désigner de manière générale les éléments qui doivent nécessairement faire partie d'une constitution. Les nouvelles constitutions tiennent compte des expériences passées et cherchent à établir des conditions favorables pour l'avenir. Chaque pays doit décider lui-même de ce qu'il juge si important pour un meilleur futur qu'il doit être soustrait au changement des majorités et aux élections. Mais même s'il est difficile de formuler des règles matérielles pour faire des constitutions, il y a quelques règles générales qui découlent de la fonction d'une constitution et qui sont valables pour chaque système constitutionnel indépendamment de nombreuses variables qui existent dans l'univers des constitutions. La fonction
de la Constitution est de légitimer et de limiter le pouvoir politique, non de le rendre superflu. La Constitution établit un cadre pour la politique, elle ne préfigure toutes les décisions politiques. Là où la différence entre le droit constitutionnel et les lois ordinaires est abandonnée, on perd les avantages du constitutionnalisme. Cependant, le texte d'une constitution est une chose, son interprétation et son application au cas concret est une autre. Même si le texte échappe du danger de la radicalisation dans l'une ou l'autre direction, il peut arriver que le juge invoque la Constitution pour restreindre l'espace des décisions politiques. Au fur et à mesure que le domaine de la politique se réduit, le pouvoir des juges s'accroît. La constitutionnalisation du droit ordinaire par la juridiction peut avoir le même effet bloquant que l'excès de dispositions constitutionnelles. Plus les lois ordinaires sont regardées comme exigées par la Constitution, moins elles peuvent être changées par la politique, même si ce changement semble nécessaire à cause de nouveaux défis ou changement des préférences de l'électorat. Ce danger existe particulièrement là où un tribunal a le dernier mot regardant le sens d'une norme constitutionnelle. Il est vrai que l'importance des constitutions est limitée lorsqu'on ne peut l'invoquer devant un tribunal. Il est également nécessaire que les tribunaux puissent développer le droit constitutionnel au regard de nouvelles exigences. Mais il y a une frontière entre l'interprétation d'une norme et sa production sous prétexte de l'interprétation. Si les tribunaux transgressent cette frontière, le seul moyen dont la politique dispose est de s'imposer aux juges par une révision des lois, c'est-à-dire dans le cas d'une disposition constitutionnelle par la révision de la Constitution. Plus la révision est difficile, moins il est possible de changer la jurisprudence par des moyens démocratiques. Bon, tournons maintenant vers l'Union européenne. Il n'est pas douteux que l'Union européenne souffre d'un déficit démocratique qui compromet l'acceptation de l'intégration. Mais on ne voit guère que ce déficit a comme cause essentielle l'état du constitutionnalisme européen. Comment est-ce possible alors que l'Union européenne n'a pas de constitution? À la différence d'un État, l'UE est fondée sur des traités de droit international public, conclus en 1957 à Rome par 6 États membres, aujourd'hui en vigueur dans la version modifiée par le traité de Lisbonne 2010, ratifié par 28 États membres, après le rejet en 2005 du traité constitutionnel européen par le référendum en France et en Hollande. Cependant, les traités européens remplissent beaucoup des fonctions que la Constitution remplit dans un État. Ils déterminent les buts de l'Union, ils établissent leurs organes, règlent leurs compétences et procédures, ainsi que les relations entre l'Union et les États membres, et ils contiennent une charte de droits fondamentaux, comme il est de règle dans un État. La différence entre les traités et une constitution consiste en ce que le fondement juridique de l'Union européenne ne résulte pas de la décision autonome d'un pouvoir constituant européen. L'UE n'a pas de fondement juridiquement propre. Celui-ci lui a été donné par les États membres et continue de dépendre de leur volonté.
eux seuls sont en compétence pour réviser le fondement juridique. Ils sont, comme on dit, les maîtres des traités. Lorsqu'on parle néanmoins de constitutionnalisation s'agissant de l'Union européenne, la notion n'a pas son sens habituel. En Europe, elle ne signifie ni un processus d'élaboration d'une constitution, ni l'influence du droit constitutionnel sur les lois ordinaires par interprétation. En Europe, la notion est utilisée pour décrire la conséquence de deux jugements fondamentaux de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont donné au traité des effets caractéristiques pour une constitution. En Europe, cet événement a été méconnu pendant longtemps. Ce sont des observateurs américains qui furent les premiers à percevoir cet événement comme un acte de constitutionnalisation. En 1963, la Cour européenne s'occupa pour la première fois de la relation entre le droit européen et le droit national. La position traditionnelle était claire. Le droit européen, étant du droit international, oblige les États membres, mais n'a d'effet pour les individus qu'après avoir été intégrés dans le droit national ou concrétisés par celui-ci. Tel était aussi le point de vue de quelques États membres qui se sont exprimés dans la procédure judiciaire, et c'était également l'opinion du procureur général auprès de la Cour. Tout au contraire, la Cour a déclaré l'applicabilité directe des traités dans les États membres. Cela veut dire que, désormais, les individus pouvaient dériver des droits subjectifs des traités et les réclamer devant les cours nationales sans attendre la transformation du droit européen en droit national. L'arrêt Van Gent and Loos de 1963 avait laissé indécise la question d'une contradiction entre le droit européen et le droit national. Cette question reçut une réponse un an plus tard dans le deuxième arrêt. Dans Costa versus Enel, la Cour déclarait que les traités, et même chaque norme du droit européen, jouissaient de primauté sur le droit national, même sur le droit suprême national, les constitutions nationales. Les dispositions du droit national qui n'étaient pas compatibles avec le droit européen perdaient automatiquement leur applicabilité. Aucune cour nationale et aucune autorité publique ne pouvaient les appliquer. En cas de doute, les cours nationales étaient obligées de référer la question de compatibilité à la Cour européenne dont la décision s'imposait aux cours nationales. La Cour européenne elle-même avait ouvert la porte à une telle interprétation par un revirement de la méthode juridique. À son avis, le droit européen ne faisait pas partie du droit international. Il était un droit autonome qui s'était émancipé de ses sources nationales et ne dépendait plus d'une décision du législateur national de l'appliquer à l'intérieur de l'État. Par conséquent, la Cour n'interprétait plus le droit européen de la manière du droit international, c'est-à-dire orienté à la volonté des parties contractantes et d'interprétation restrictive lorsque la souveraineté nationale était touchée. En revanche, la Cour interprétait les traités comme une constitution, c'est-à-dire plus ou moins indépendamment de la volonté des parties contractantes, par référence à un but objectivé et sans attention à la souveraineté nationale. Pour une part, cette jurisprudence visait l'effet utile selon
lequel le droit européen doit être interprété en sorte qu'il jouisse de la plus grande vigueur, tandis que l'application du droit national est bloquée dans la même mesure. L'uniformité de l'application du droit européen dans tous les États membres fait partie de son efficacité. Cette maxime était destinée à gouverner non seulement la jurisprudence de la Cour européenne, mais aussi celle des cours des États membres quand elles jugent dans une matière où le droit européen joue un rôle. Rétrospectivement, ces deux jugements apparaissent révolutionnaires. Ils étaient révolutionnaires parce que la validité directe et prioritaire du droit européen n'avait pas été déclarée dans le texte des traités. Elle était plutôt le résultat d'une interprétation qui n'était pas du tout sans alternative. Les jugements étaient révolutionnaires aussi parce que, sans eux, l'Union européenne ne serait pas ce qu'elle est maintenant, une entité sans précédent, à mi-chemin entre une organisation internationale et un État fédéral, mais à cause de la plénitude de ses compétences et à la densité de son organisation, plus proche à un État qu'une organisation internationale. Enfin, ces jugements étaient révolutionnaires parce qu'ils transformaient la position de la Cour européenne. En élargissant le contenu et l'étendue du droit européen, la Cour élargissait en même temps son propre pouvoir. Son interprétation du caractère juridique des traités lui procurait une position considérablement plus étendue que celle d'une Cour internationale. Ces décisions s'imposent dans les États membres sans qu'ils aient à leur donner une validité nationale. Sur la base de cette jurisprudence, elle pouvait faire cela elle-même, évitant les parlements et les gouvernements des États membres. Désormais, c'était la Cour qui déterminait la frontière entre les compétences des États et de l'Union. Mon propos n'est pas aujourd'hui de me demander si les jugements de 1963 et 1964 étaient ou non juridiquement fondés. Ils furent acceptés par les États membres et en principe aussi par les cours nationales dont la coopération était indispensable pour la Cour européenne. Seul demeure contesté le point de savoir s'il y a une frontière ultime à la suprématie du droit européen sous forme de l'identité constitutionnelle des États membres et qui est autorisé de décider si l'Union a agi ultra vires, c'est-à-dire au-delà des compétences de l'Union. Est-ce seulement la Cour européenne ou aussi les tribunaux constitutionnels nationaux? Ce qui m'intéresse ici sont les conséquences des deux arrêts Van Gent et Costa. La conséquence immédiate de cette jurisprudence est que l'intervention des États membres n'a plus été nécessaire pour établir le marché commun. L'applicabilité directe et prioritaire du droit européen a permis à la Commission, comme organe responsable de la mise en œuvre des traités dans les États membres, et la Cour européenne, comme organe responsable de l'interprétation des traités en cas de conflit, de prendre en main l'intégration économique. Lorsqu'elles ont estimé que le droit national entravait le marché commun, ce droit a été déclaré inapplicable sans que les États membres ne conservent une chance réelle de défendre leurs droits. Tout dépendait alors de l'interprétation des traités par la Cour européenne, favorable au marché ou à la gestion publique,
favorable à l'uniformité ou à la divergence, favorable en sens libéral ou social. Il devint très vite clair que la Cour poursuivait le but de l'intégration économique avec un zèle considérable, tandis que d'autres intérêts furent subordonnés à ce but. La Cour s'est sentie investie d'une mission. Les compétences transférées à l'Union ont été interprétées d'une manière extensive, les compétences retenues par les États membres d'une manière stricte. Il en va même du principe de proportionnalité. Quand la Cour usait de cette méthode pour juger du droit national, il procédait assez sévèrement. Quand il s'agit de mesurer du droit européen, elle appliquait des critères généraux. Les bénéficiaires de la jurisprudence furent surtout les 4 libertés économiques, libre circulation des biens, des services, des capitaux, des personnes, et les dispositions correspondantes des traités. 2 principes objectifs pour la législation. Ces principes furent métamorphosés en droit subjectif dont les acteurs économiques pouvaient exiger le respect. Ainsi, l'établissement du marché commun devenait une question jurisprudentielle plutôt que législative. Il n'est pas possible de développer cela en détail. Je me borne à 3 exemples. Premier exemple. Les traités interdisent aux États membres de protéger les produits locaux contre la concurrence étrangère. Sont interdites des limitations des importations par douane ou quotas et toutes les mesures avec un effet semblable. La Cour utilise cette dernière clause, effet semblable, pour interpréter les traités non seulement dans un sens antiprotectionniste, mais aussi antirégulateur. Pour la Cour, toute loi nationale qui, à son avis, gêne la libre circulation est suspecte, sans avoir à se demander si elle a une visée protectionniste ou même économique. Ainsi, la norme jurisprudentielle a un champ illimité, presque toute la loi pouvant, dans certaines circonstances, gêner le commerce. De même, l'interdiction de donner aux entreprises des subsides étatiques qui distordent le marché a été tellement élargie qu'elle n'a pas été imposée seulement aux entreprises privées, mais aussi aux services publics. Là encore, sans considération du but poursuivi par le législateur national et nonobstant le fait de savoir si le marché peut fournir des produits ou services de même qualité. Les exceptions furent interprétées restrictivement. Nombre de privatisations intervenues durant ces dernières décennies sont le fruit de cette jurisprudence. Deuxième exemple, le même activisme peut être observé dans l'interprétation des directives européennes. À la différence des règlements européens, les directives imposent aux États membres certains buts en les laissant libres des moyens et des méthodes permettant de les atteindre. C'est donc la réalisation nationale de ces buts qui peut être contrôlée. Néanmoins, la Cour restreint de plus en plus la marge du législateur national. Si les États membres ne transcrivent pas une directive ou la transcrivent d'une façon que la Cour juge insuffisante, cette directive est jugée directement applicable à l'échelon national autant qu'il est possible. En revanche, je ne connais pas d'arrêt qui ait déclaré nulle une directive parce qu'elle restreignait excessivement la marge d'appréciation des États membres. De plus, la Cour oblige les cours nationales à interpréter le droit national au regard des dispositions des directives, même
s'il s'agit d'un droit national qui est indépendant des directives. Les directives sont même déclarées applicables avant l'expiration de leur délai de transposition. Si un État membre omet de transposer une directive ou la transpose mal au regard de la Cour, les personnes qui ont souffert un préjudice peuvent en obtenir réparation. La responsabilité de l'État s'étend même à l'injustice judiciaire, c'est-à-dire qu'elle comprend la fausse interprétation du droit européen par un cours national. Le dernier exemple concerne la portée de la Charte européenne des droits fondamentaux. Selon l'article 51, elle est applicable à toutes les institutions européennes, mais aux États membres seulement quand ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. Cependant, la Cour européenne comprend comme mise en œuvre du droit européen aussi celle du droit national, si celui-ci a une relation quelconque avec le droit européen. Eu égard au degré de mélange entre droit national et droit européen, il n'est pas difficile pour la Cour de trouver une telle relation où elle le veut. Cela lui ouvre la porte à beaucoup de domaines législatifs que les États membres s'étaient réservés, nonobstant l'article 51 qui interdit toute extension des compétences par la Charte. Il faut répéter que tout cela ne résulte pas directement du texte des traités, mais d'une interprétation qui n'est pas sans alternative. Cette jurisprudence a une influence profonde sur les lois et la politique nationale. L'interprétation extensive de l'interdiction des barrières commerciales fait perdre aux États membres la possibilité de maintenir leurs standards protecteurs en matière de sécurité des produits, d'emploi, de santé, etc. Celle de l'interdiction des aides aux services publics prive les États membres du droit de décider par eux-mêmes les domaines qu'ils laissent à la régulation par un marché et ceux qu'ils veulent prendre en main étatique. L'interprétation extensive de la Charte des droits fondamentaux et le renforcement des 4 libertés économiques conduit à donner la préférence aux droits économiques, tandis que les cours constitutionnels des États membres donnent priorité aux droits des personnes. Cette jurisprudence pro-intégrationniste de la Cour européenne est généralement présentée comme une, pas de mot français, success story. Et elle est en effet l'histoire d'un succès, en tout cas du succès de l'intégration économique. Cependant, la perspective économique n'est pas la seule à prendre en compte. Le revers de la médaille économique concerne la perte de légitimité de l'Union dont les causes ne sont pas suffisamment perçues. Ce revers est devenu apparent quand le public s'est aperçu que l'objet de l'intégration n'était plus seulement l'économie, mais aussi la politique, sans aucune chance pour les peuples d'influencer son développement. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne qu'il y a maintenant 2 chemins vers l'intégration au lieu d'un seul. Le chemin original, désigné par les traités, consiste en produire du droit européen primaire et secondaire. Ce chemin est ouvert aux États membres. Quant au droit primaire par une décision unanime des chefs d'État et de gouvernement, et quant au droit secondaire par des décisions du Conseil des ministres, elles aussi
unanime jusqu'à 1987 et maintenant encore soumise à un consensus suffisant. Le nouveau chemin consiste en l'interprétation et l'application des traités tels que la Cour européenne les comprend. Ce chemin est ouvert au pouvoir exécutif et judiciaire de l'Union européenne. Ces deux chemins vers l'intégration diffèrent considérablement. Sur le premier, les États membres transfèrent des compétences à l'Union. Ce chemin est politique et inclut les organes légitimes et contrôlés démocratiquement des États membres, ainsi que le Parlement européen. Sur le deuxième chemin, l'Union retire des compétences des États membres par une interprétation extensive des traités. Ce chemin est d'une nature administrative et judiciaire. Les instances légitimées et contrôlées démocratiquement y sont exclues. Il s'agit d'une intégration secrète. Néanmoins, le mode non politique de prise des décisions du second chemin n'enlève pas à ces décisions leur caractère politique. C'est bien plutôt la compétence de trancher des questions d'une grande portée politique qui se trouve transférée des organes politiques aux organes non politiques. Dans le même temps, les instruments destinés à garantir la légitimité et la responsabilité des décisions sont privés d'effet. Dans le domaine de l'application des traités, les organes administratifs et judiciaires sont découplés des procédures démocratiques dans les États membres et dans l'Union européenne. Ils jouissent d'une grande indépendance et cela ne peut être sans conséquence. La différence entre mode politique et mode non politique dans l'intégration européenne est la cause de l'asymétrie entre intégration négative et intégration positive. L'intégration négative résulte de l'abolition du droit national lorsque, selon la Cour européenne, il est incompatible avec le marché commun. L'intégration positive résulte de la législation européenne. Par suite de la constitutionnalisation des traités, l'intégration négative se produit sur un mode non politique, c'est-à-dire par un trait de plume de la Commission de la Cour. En revanche, l'intégration positive exige une décision politique qui dépend d'une coopération entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Parfois, cela réussit, parfois non. Cette asymétrie explique aussi la tendance libérale de la jurisprudence de la Cour européenne. Cela ne veut pas dire que la Cour européenne poursuit une politique économique libérale. Elle poursuit l'objectif d'établir et de développer le marché commun, but déterminé par les traités. Mais étant donné que la majorité des procédures devant la Cour émanent des acteurs économiques qui prétendent que les lois nationales limitent leurs libertés économiques, la Cour ne peut contribuer à établir le marché commun que de façon négative, favorisant ainsi le libéralisme. Cela a aussi un effet indirect sur la politique sociale. La politique sociale appartient toujours aux États membres, mais à cause de la tendance libérale renforcée par la globalisation, la politique sociale nationale est mise sous pression car un niveau élevé de protection sociale affaiblit l'économie nationale dans la compétence internationale. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Les États membres ne sont-ils pas les maîtres des traités? Ne sont-ils pas capables d'endiguer les tendances libéralistes de la Cour européenne s'ils les désapprouvent? Ce sont eux qui, dans le Conseil européen, déterminent la direction
la mesure, la vitesse de l'intégration, et qui, dans le Conseil des ministres, sont les acteurs principaux de la législation européenne. N'ont-ils pas la possibilité de recadrer la Cour en revisant les lois? La réponse est non, et la cause en est la portée des traités constitutionnalisés. Du fait de leur constitutionnalisation, les traités ont les effets d'une constitution, mais ils ne ressemblent pas à une constitution. Ils sont pleins de normes qui seraient du droit ordinaire dans les États membres. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus volumineux que la constitution la plus détaillée d'un État. Aussi longtemps que les traités furent considérés comme du droit international public, cela ne créait pas de problème. Depuis qu'ils ont été constitutionnalisés, leur étendue devient problématique. Dans l'Union européenne, la différence entre les règles de prise de décision politique et ces décisions elles-mêmes, différence cruciale du point de vue constitutionnel, comme je l'avais dit, a été nivellée. L'Union européenne est hyper-constitutionnalisée. Cela a surtout deux conséquences. Pas seulement deux, mais même importantes. Premièrement, l'hyper-constitutionnalisation mine la position des maîtres des traités attribués aux États membres. Cette position persiste quand il s'agit de réviser les traités, mais elle devient faible quand il s'agit de les interpréter. Le principe d'autorisation spéciale, qui restreint les pouvoirs de l'Union européenne aux compétences expressément transférées, est miné. La compétence de la compétence, qui réserve le pouvoir de décider de la distribution des compétences entre les États et l'Union, s'érode. Un transfert imperceptible de pouvoir se produit. La frontière entre la révision et l'interprétation des traités s'efface. Deuxièmement, l'insuffisante distinction entre l'échelon constitutionnel et l'échelon de la loi, combinée avec la constitutionnalisation des traités, immunise la Commission et la Cour européenne contre toute tentative des organes démocratiques de l'Union de corriger la jurisprudence par une révision des lois. Elle immunise aussi les organes exécutifs et judiciaires de l'Union contre la pression de l'opinion publique. Dans le domaine des traités, l'opinion publique ne joue aucun rôle. Les acteurs politiques qui doivent prendre l'opinion publique en considération ne peuvent rien changer. Les acteurs non politiques qui pourraient changer la situation peuvent négliger l'opinion publique. La Cour européenne de justice est plus libre que n'importe quelle cour nationale. Certes, les États membres ne sont pas sans aucun moyen pour défendre leur position contre cette érosion imperceptible de leurs compétences. Lorsque celle-ci est le fait de la Commission, ils peuvent saisir la Cour européenne. Lorsqu'elle résulte de l'interprétation des traités, il peut réviser les traités. Mais ces moyens sont d'une efficacité douteuse. La Cour européenne se comprend plutôt comme moteur de l'intégration que comme arbitre neutre entre l'Union et les États membres. Et la révision des traités exige l'unanimité parmi les États membres. Il semble presque impossible d'y recourir pour modifier la jurisprudence. En somme, l'exemple de l'Union européenne confirme la thèse que plus de droit constitutionnel signifie moins de démocratie. Le mélange des éléments constitutionnels avec des éléments de droits ordinaires dans les traités favorise les institutions non élues
et non responsables de l'Union par rapport aux organes qui sont légitimés et contrôlés démocratiquement. Les décisions d'une haute portée politique sont prises sur un mode non politique. Le résultat est un état de l'intégration qui n'a jamais reçu le consentement des citoyens, mais qu'ils ne peuvent pas changer même s'ils les rejettent. L'hyperconstitutionnalisation n'est pas la seule cause du déficit de légitimité en Europe, mais elle est la cause la plus méconnue. Cette méconnaissance contribue à ne pas identifier le bon remède. La plupart des commentateurs cherchent la raison du déclin de l'acceptation de l'Union européenne dans la faiblesse du Parlement européen. Celui-ci ne possède pas toutes les compétences que les parlements nationaux ont d'habitude. C'est pourquoi beaucoup pensent que le déficit démocratique sera comblé si le Parlement européen recevait les compétences dont disposent les parlements nationaux. Mais il semble douteux que la transformation de l'Union en un système parlementaire puisse résoudre les problèmes démocratiques en Europe. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une de ces raisons consiste dans la faible représentativité du Parlement européen. La cause principale en est que les élections européennes ne sont pas vraiment européennes. Nous votons selon 28, bientôt 27, lois électorales différentes. Les mandats sont distribués selon des quotas qui ne correspondent pas à la population des États membres. On ne peut voter que pour des partis politiques nationaux qui mènent des campagnes électorales avec des programmes nationaux et les résultats sont évalués du point de vue national. De plus, les partis politiques nationaux dans le Parlement européen, je ne sais pas si vous savez combien, plus que 200 aujourd'hui, 200 partis politiques nationaux dans le Parlement européen. Et ces partis politiques nationaux ne jouent aucun rôle dans le Parlement européen. Ce sont des regroupements politiques européens qui y jouent le rôle décisif. Mais ces groupes n'ont aucune racine dans les sociétés et n'entrent pas en contact direct avec les électeurs. Cela réduit l'importance des élections européennes. Les partis pour lesquels on peut voter ne sont pas les acteurs dans le Parlement. Les groupes politiques qui sont les vrais acteurs ne se présentent pas aux élections. La chaîne de légitimation qui part des électeurs et se roule au travers des partis politiques jusqu'au Parlement est rompue en Europe. Enfin et surtout, le public européen et le débat public européen sont très faibles en comparaison de ceux des États nationaux. Les forces intermédiaires qui relient les citoyens et les organes politiques entre les élections manquent ou sont peu développées en Europe. Et surtout, il n'y a pas de médias et d'organes de communication européens. Par conséquent, nous n'avons pas de débat public vraiment européen, mais 28 discours nationaux sur les questions européennes. Dans la mesure que le substrat sociétal indispensable à une démocratie vivante manque, la transformation de l'Union en un système parlementaire ne parviendrait pas à combler le fossé qui s'ouvre entre les citoyens et les institutions. En outre, il faut remarquer que le rôle du Parlement européen ne peut pas être augmenté sans diminuer le rôle du Conseil.
Beaucoup des réformes proposées ont justement ce but. Le Conseil deviendrait alors une seconde chambre du Parlement. En contrepartie, la Commission serait élevée à un gouvernement parlementaire. Cependant, l'élévation du Parlement sur l'échelle institutionnelle contribuerait peu à la démocratisation de l'Union tant que sa base sociétale reste faible. Tout au contraire, on peut prédire que la transformation de l'Union en un système parlementaire affaiblirait au lieu de renforcer la démocratie en Europe. À l'origine, la légitimation démocratique de l'Union émanait seulement des États membres. Le Conseil, qui réunit les gouvernements des États membres, était l'organe central de l'Union et son seul législateur. Ces décisions étaient prises à l'unanimité. Par conséquent, nul État membre ne se trouvait soumis à un droit que ces organes démocratiques n'avaient pas approuvé. Si les citoyens n'étaient pas satisfaits avec la politique européenne de leur gouvernement, ils pouvaient exprimer leur mécontentement dans l'élection nationale. Le principe de l'unanimité a été restreint après une longue époque de stagnation en 1987. En certaines matières, le Conseil peut maintenant décider à la majorité. Ainsi, il est devenu possible qu'un État membre soit soumis à une loi qui n'a pas été approuvée par ses organes démocratiquement élus et contrôlés. Dans la même mesure, la chaîne légitimatrice, partant des élections nationales et se déroulant du Parlement et du gouvernement national jusqu'aux organes européens, a été rompue. La lacune qui en résultait ne pouvait pas être surmontée à l'échelon national. En compensation, le Parlement européen a été associé à l'élaboration de la législation européenne. Son rôle a augmenté avec chaque révision des traités. Désormais, la légitimation moniste de l'Union européenne a été remplacée par une légitimation dualiste. Les réformes proposées retourneraient à une légitimation moniste, mais qui serait cette fois non pas une hétérolégitimation, mais une autolégitimation de l'Union européenne. C'est pourquoi il faut se demander si les ressources légitimatrices de l'Union européenne seraient suffisantes. Étant donné la faible situation de la base sociale pour une démocratie vivante en Europe, cela est plus que douteux. Par contre, on peut s'attendre à ce que la transformation de l'Union en un système parlementaire réduise la légitimation externe, mais sans pouvoir augmenter la légitimation interne. Enfin, et le plus important dans notre contexte, est que la transformation de l'Union en un système parlementaire ne changerait rien aux conséquences de l'hyperconstitutionnalisation de l'Union. Dans le domaine couvert par les traités constitutionnalisés, les élections n'ont pas d'importance. Le Parlement européen n'a aucune influence. La source du déficit démocratique ne peut être surmontée que par une repolitisation des décisions d'une grande importance politique. Si on veut augmenter la légitimité de l'Union, il faut transférer les décisions vraiment politiques des organes administratifs et judiciaires aux organes politiques. La seule possibilité de le faire consiste à réduire les traités aux normes ayant un caractère constitutionnel, tandis que toutes les normes d'une nature non constitutionnelle doivent être dégradées à l'échelon du droit secondaire. Cette proposition n'est pas une révision de la constitutionnalisation et non plus un renversement de l'intégration. Elle consiste plutôt
à tirer les conséquences de la constitutionnalisation qui a eu lieu il y a plus que 50 années. Les traités qui sont devenus une quasi-constitution seraient réduits aux seules normes qui ont un caractère constitutionnel. Nulle règle dans les traités serait sacrifiée, mais les organes politiques de l'Union pourraient reprendre la main sur la jurisprudence lorsqu'ils estiment nécessaire de changer ce qui relève de la loi ordinaire. Juridiquement, c'est très facile, un seul paragraphe, un seul article. Politiquement, c'est très difficile, en tout cas aussi longtemps que les coûts démocratiques de la constitutionnalisation échapperont l'attention politique. Merci pour votre attention. Vielen Dank, merci beaucoup, Dieter. Donc, nous allons ouvrir une petite discussion. Donc, comme je l'ai dit en commençant, vous pouvez poser des questions en français, en allemand, en anglais, mais M. Grimm répondra en anglais. Nous devons bien ça aux Britanniques. Je vais peut-être, pour ouvrir la discussion, d'abord dire que je trouve vraiment cette démonstration impeccable, très convaincante. Elle met sur la place publique certains diagnostics qui restaient isolés dans les milieux de spécialistes, notamment sur ce qui a pu apparaître comme une dérive du rôle de la Cour de justice. Mais j'avais une question technique pour commencer, c'est-à-dire dans la perspective de ce que tu as appelé une dégradation de tout ce qui, dans les traités, ne relève pas en réalité d'une constitution, c'est-à-dire de tout ce qui ne concerne pas le fonctionnement des organes européens, politique des transports, politique, enfin bon, tous ces aspects, notamment de politique économique. Est-ce que la Cour de justice resterait juge unique de l'interprétation des textes ainsi dégradés? Parce que si la Cour reste juge et en capacité d'imposer son interprétation de ces textes aux cours nationales, est-ce qu'au fond, le résultat ne sera pas presque voisin de zéro, puisque la Cour, comme on le sait, rend des arrêts de règlement, elle dit pour droit. Donc autrement dit, est-ce que cette dégradation ou ce changement de nature des dispositions non constitutionnelles contenues dans les traités s'accompagnerait d'une modification de la répartition des pouvoirs jurisprudentiels d'interprétation entre la Cour de justice européenne et les cours nationales? Das ist klar? Bon. Donc en anglais, alors, allons-y. The European law is interpreted by both courts, of course, by the national courts and by the European courts. If it were the European Court alone, it would be absolutely impossible for it to handle all these cases. So both are legitimate interpreters of European law, but finally the interpretation of the European Court counts. And I do not want to change that. What I would like to do is to open the doors for the political institutions, that's to say the institutions that have been elected democratically and are responsible vis-à-vis their constituency, to correct the jurisprudence, a line of jurisprudence of which they either think it has nothing to do with our ideas when we concluded the treaty, or it has negative effects. So what I do is I bring politics in when political questions are at stake. But I would not decline or doubt
that the European Court of Justice has the last word when it comes to interpretation of European law. Mais alors, si je puis exercer un droit de suite dans mes questions, est-ce que le résultat ne risque-t-il pas d'être très faible? Je prends un exemple d'un arrêt dont nous parlions juste avant cette conférence, qui a été rendu par la Cour de justice il y a 1 an et demi de mémoire, et qui concerne une affaire allemande. L'Allemagne a instauré un salaire minimum, et une loi allemande imposait aux entreprises allemandes qui répondent à une offre de marché public de respecter le salaire minimum pour leurs salariés, c'était une condition pour bénéficier du marché public, et autre condition, de faire respecter ce salaire minimum par leurs sous-traitants. La Cour de justice, saisie par les dits sous-traitants, a dit que cette disposition était contraire à la liberté de prestation de services, dans la mesure où elle interdisait aux entreprises d'autres pays de bénéficier de l'avantage comparatif que représente un salaire inférieur au salaire minimum allemand. Dans un cas de ce genre, nous resterions, si je comprends bien Dieter, avec ce pouvoir du dernier mot conféré à la Cour. La seule chose qui changerait, c'est que les États auraient plus facilement le pouvoir, et c'est ça ma question, est-ce que ce sera plus facile que les États s'entendent pour changer la définition du principe de libre prestation de services à partir du moment où celui-ci se déclinerait dans des dispositions qui n'auraient pas valeur constitutionnelle? On peut en douter si l'on regarde par exemple les blocages actuels dans la révision qui joue un rôle politique, c'est une des choses dont on parle dans le débat français actuellement, de la directive détachement, qui justement permet de faire venir sur les chantiers en France des salariés qui n'ont pas, sans avoir à payer les cotisations sociales françaises. Il y a une demande d'un certain nombre de pays européens pour réviser cette directive, mais manque l'accord des pays exportateurs de main-d'œuvre. Donc, sur un cas de ce genre, est-ce qu'on ne serait pas face au même type de blocage? Je sais que la jurisprudence et un juge aiment raisonner par cas. C'est pourquoi je me permets de poser cette question sur un cas précis. We have some examples where national courts totally disliked the answers they got to their questions from the court in Luxembourg. And this ended for a time in that the national courts stopped to send questions. Of course, the European Court is absolutely dependent on, it has other competencies, they don't play a role. The power of the court stems from those questions that are referred to it by national courts. So the total dislike did not end up in a destructive attitude, so that the national court said, we don't follow your jurisprudence, but for a while they didn't send sufficient questions. This, I think, is not an illegitimate way of reacting. Only the highest courts, last instance courts of countries, are obliged to refer questions. And again, whether to refer a question or not is a matter of interpretation. Is there a possible conflict between national law or not? Now, my hope is, of course, should these ideas that I developed become true, that it would be more necessary for the European Court to pay attention to the reactions from the side of politics as well as from the side of the judiciary. There is no incitement currently for the European Court of Justice to pay attention to the consequences of its judgments. But courts are not totally insensible for reactions from their audience, from their constituency. Courts in a national environment are in constant debate, so to say, not direct debate, but via media with their society, whereas international courts are very far from their society. They are not embedded in an ongoing discourse, which makes these courts much freer than we would allow national courts to be. And
one of my hopes, combined with the suggestion that I developed, is that it would create a sensibility of the European Court to pay attention to the reactions of the society as well as of the politicians. Merci. Est-ce que vous souhaitez une brève traduction de... Non, ça va, vous suivez? Bon, alors, excellent. Donc, juste une petite remarque sur le premier point, c'est-à-dire le premier élément de la réponse consiste à dire qu'au fond, les juges nationaux restent libres d'interroger ou de ne pas interroger, de soulever ou de ne pas soulever les questions préjudicielles devant la Cour de Luxembourg. Ce qu'on observe dans le cas français, mais alors c'est peut-être un trait français, c'est que les cours françaises se tournent vers la Cour de Luxembourg comme sous l'Ancien Régime on se tournait vers Rome, c'est-à-dire c'est la source de l'autorité. Si je pense à ça, parce que ça m'a amusé en lisant dans la correspondance de Leibniz et de Bossuet, qui s'étaient mis en tête qu'ils allaient réconcilier protestants et catholiques. La position de Bossuet était qu'il suffisait que les protestants deviennent tous catholiques. Et Leibniz, dans une des lettres, dit il faudrait quand même que vous fassiez attention à ne pas faire passer les intérêts de Rome avant la considération des intérêts de votre peuple, sinon c'est lui qui en paiera les conséquences sur le long terme. Donc, il y a peut-être est-ce lié à la culture de tradition catholique française, mais on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une orientation, une attente, une soumission vis-à-vis de la Cour de justice qui s'est installée et dont certains usages participent de l'exportation de conflits de jurisprudence en France. J'en donne un seul exemple. La France a été très agitée dans les médias pendant plusieurs années par une affaire qui s'appelle Baby-Loup. Alors, je ne t'inflige pas le détail de cette affaire. Il s'agit d'une affaire de port de voile. Et donc d'une crèche dans laquelle le règlement intérieur interdisait de porter le voile. La chambre sociale de la Cour de cassation considérait que ce n'était pas bien. Et l'assemblée plénière de la Cour de cassation considérait que ça pouvait passer s'il y avait un règlement intérieur et que c'était proportionné. Donc une des chambres de la Cour de cassation a été désavouée par l'Assemblée plénière. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'affaire suivante, elle a saisi la Cour de justice de l'Union pour essayer de faire désavouer l'Assemblée plénière. C'est-à-dire, il y a ces jeux de conflits de jurisprudence internes aux juridictions françaises qui créent la tentation pour quelqu'un qui n'a pas eu le dernier mot dans un débat national de saisir la Cour. Cela ne concerne pas le second argument sur la sensibilité politique. Mais je ne voudrais pas monopoliser indûment la parole. Donc, Otto, vous souhaitiez poser une question, je crois.